On revient donc à nos moutons. La quantité de CO2 dans l'air augmente, je vous l'ai montré tout à l'heure. J'y reviendrai après en vous expliquant comment est-ce qu'on mesure ça sur longue période. Cette quantité de CO2 qui augmente, on a une cause naturelle qui pourrait la conduire à augmenter, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la cause qui a fait apparaître le CO2 dans l'atmosphère primitive de la Terre. Ah, volcanisme. Voilà. Si le CO2 apparaît dans l'air par le volcanisme, au moment où j'ai une augmentation de la quantité de CO2 dans l'air, est-ce que j'ai une raison particulière de constater une diminution corrélative de la teneur en oxygène? Oui ou non? Non. Ce que vous voyez ici, c'est la variation de la quantité de CO2 dans l'air avec, en fait, la variation saisonnière. Et ici, vous avez la variation de la quantité d'oxygène dans l'air, c'est évidemment sur une échelle extrêmement dilatée, hein, et vous voyez qu'il y a également une variation saisonnière. Alors, est-ce que vous savez à quoi correspond cette variation saisonnière? Non. Vous avez encore droit au coup de fil à un ami et au 50-50? Oui? Non. C'est saisonnier. Le jour et la nuit, c'est... Oui, exactement. Vous savez que la Terre possède deux hémisphères qui sont très dissymétriques en ce qui concerne les surfaces émergées. Vous avez beaucoup plus de surfaces émergées dans l'hémisphère nord que vous n'en avez dans l'hémisphère sud. Ce qui veut dire qu'au moment où c'est le printemps dans l'hémisphère nord et où les plantes sont en croissance, la végétation en croissance va pomper du CO2 en provenance de l'atmosphère, alors que de l'autre côté, dans l'hémisphère sud, vous avez beaucoup moins de plantes de plantes à feuillage caduc, qui vont avoir des feuilles qui vont pourrir, ce qui conduit le CO2 à retourner dans l'atmosphère. Parce qu'en fait, une feuille qui pourrit, c'est une feuille qui se décompose sous l'action microbienne et les microbes respirent, comme vous. Et donc la respiration microbienne remet de l'oxygène, remet du CO2, dans l'atmosphère. Comme vous, les microbes, ils absorbent de l'oxygène et ils rejettent du CO2. Donc, quand c'est le printemps et l'été dans l'hémisphère nord, la teneur en CO2 de l'atmosphère planétaire a tendance à légèrement baisser. Par contre, quand c'est l'automne et l'hiver dans l'hémisphère nord, la teneur en CO2 de l'atmosphère a tendance à légèrement réaugmenter. Et donc, autour d'une tendance lourde qui est pilotée par nos émissions de CO2, vous avez une oscillation saisonnière que vous voyez très très bien dans les relevés sur la teneur en CO2. Si cette oscillation saisonnière va corrélativement avec une oscillation saisonnière de l'oxygène, ça veut dire et que par ailleurs la tendance lourde à l'oxygène, c'est une légère baisse de sa concentration, ça veut dire que toute molécule de CO2 qui apparaît dans l'air a pris une molécule d'oxygène dans l'air. On est d'accord? Et donc ça veut dire que ça n'a pu apparaître ce CO2 que par oxydation d'un carbone qui était disponible pour être oxydé. Or, vous avez deux endroits où le carbone est disponible pour être oxydé. Vous avez la végétation, la décomposition des feuilles mortes, mais vous avez aussi, et c'est ça la tendance, la combustion des combustibles fossiles. Et c'est normal que la combustion des combustibles fossiles retire un peu. Vous allez déstocker du carbone de sous le sol et corrélativement, vous allez déstocker un peu d'oxygène de l'atmosphère. Vous assemblez les deux, ça vous fait plus de CO2. Donc ce que vous dit cette courbe sur l'oxygène, c'est que c'est bien un processus de combustion ou d'oxydation du carbone, plus exactement, qui est à l'origine de l'apparition du surplus de CO2 dans l'air. C'est une des manières qu'on a de montrer que le carbone, le surplus de CO2 qui apparaît dans l'atmosphère, vient bien de quelque chose qui se passe à la surface de la planète et pas par exemple du volcanisme. Il y a une deuxième analyse qu'on est capable de faire sur ce CO2 qui montre que ça vient bien de chez nous. Vous avez entendu parler du carbone 14. Alors le carbone 14, est-ce que vous savez comment il se forme? Il se forme par transmutation de l'azote dans la haute atmosphère sous l'effet du rayonnement cosmique. Donc sous l'effet du rayonnement cosmique, vous avez de l'azote dans la haute atmosphère qui absorbe, je ne sais plus si c'est un neutron ou un proton, enfin bon bref, qui a une indigestion et qui se transforme en carbone 14. Ce carbone 14 après rentre dans le cycle du carbone, il va donc être ingéré par des êtres vivants.
Quand vous avez des combustibles fossiles qui sont d'anciens êtres vivants, ça fait des dizaines de millions d'années qu'ils sont sous terre, ils ont totalement perdu leur carbone 14. Donc les émissions de CO2 qui viennent des combustibles fossiles doivent appauvrir l'atmosphère en carbone 14. Ce qui vient de la vie, c'est un cycle du carbone 14 à durée de vie courte. L'arbre pousse, ça dure quelques dizaines d'années, ou quelques siècles, il meurt, crac, ça repart dans l'atmosphère. C'est une durée trop courte pour que ça change fondamentalement la teneur de l'atmosphère en carbone 14. Par contre, quand vous déstockez des combustibles fossiles et que vous rajoutez du CO2, qui lui est totalement dépourvu de carbone 14, ça vous change la teneur isotopique de l'atmosphère en carbone 14. Et c'est aussi quelque chose qu'on constate actuellement, c'est aussi quelque chose qui permet de dire l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, ça vient bien de chez nous. Bon, ça, je vais passer parce que j'ai pas le temps et puis c'est pas le plus important. Le CO2, oui. Est-ce que la diminution de teneur d'oxygène, ça a une influence pour vous? Non. C'est beaucoup trop imperceptible. J'ai dit tout à l'heure, là c'est dilaté, on parle de parties par million. Donc on parle, là pour le CO2, on parle de faire passer la teneur en CO2 de 0,03% à 0,04% ou 0,05% de CO2 dans l'atmosphère. Si vous enlevez 0,01% ou 0,02% d'oxygène de l'atmosphère, ça fait une différence de pression partielle sur l'oxygène qui est beaucoup plus faible que quand vous allez au ski. Et vous avez constaté que vous revenez vivante du ski. Enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas. Rigolez pas, hein, Schumacher, il n'a pas eu tant de chance, mais bon. Donc cette diminution de la teneur en oxygène n'est pas suffisante pour que ça soit un problème. Par contre, l'augmentation de la teneur en CO2 de l'atmosphère à des niveaux plus élevés que ceux dont on parle aujourd'hui, mais pas considérablement plus élevés, ça peut devenir un vrai problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de regarder si à 1000 ppm de CO2 dans l'atmosphère, on ne commence pas à avoir des problèmes sanitaires récurrents pour absolument tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, on est à 400. Ce qui est sûr, c'est qu'à 10% de CO2 dans l'atmosphère, vous mourrez. Ça, il y a une toxicité aiguë du CO2, et c'est pas juste parce que vous étouffez. Je peux vous mettre 20% d'oxygène au même moment. Hein. Il y a une toxicité aiguë. Donc le CO2 dans l'atmosphère, il vaut mieux pas qu'il y en ait trop. Vous avez du reste constaté que quand vous êtes dans une atmosphère qu'on appelle viciée, dans une pièce qui n'a pas été aérée, vous pouvez avoir un peu mal à la tête. Ben ça, c'est un des effets possibles du CO2. Alors, j'y reviens. Le CO2 est un oxyde, dioxyde de carbone. Vous savez, parce que vous l'avez appris en chimie, que les oxydes sont des molécules qui sont extrêmement stables. C'est très stable, un oxyde. Le fer, qu'on trouve aujourd'hui sous forme de dioxyde, de Fe2O3, pas du dioxyde de fer, dans les gisements de minerais de fer, ça fait des milliards d'années, enfin depuis que les continents sont apparus et que le fer s'est oxydé, ça fait des milliards d'années que c'est sous forme d'oxyde de fer, et puis c'est resté comme ça, quoi. Je veux dire, c'est extrêmement stable. Alors cette stabilité du CO2, cette stabilité chimique, s'applique aussi au CO2 que nous avons mis dans l'atmosphère. Une fois que le CO2 est mis dans l'atmosphère, vous n'avez pas de processus chimique d'épuration de ce gaz. Il n'y a pas de processus chimique d'épuration du CO2 de l'atmosphère. Vous n'avez que deux processus d'épuration, j'y reviendrai plus tard, qui sont un processus physique. Le CO2 peut se dissoudre dans l'eau océanique. En fait, c'est un équilibrage de pression partielle entre l'atmosphère et l'océan. Et le CO2 peut être photosynthétisé, c'est-à-dire qu'il peut être absorbé, enfin plus exactement métabolisé par une plante, mais c'est une réaction endothermique, il vous faut un photon. Donc, spontanément, vous n'avez pas de réaction chimique du CO2 avec n'importe quoi dans l'atmosphère. Le corollaire de cette affaire, c'est qu'une fois que le CO2 se retrouve dans l'atmosphère, il va donc, enfin que le surplus de CO2 est créé dans l'atmosphère, plus exactement, son temps d'amortissement, le temps qu'il faut attendre pour que le surplus de CO2 s'évacue, après arrêt des émissions, est extrêmement élevé. Donc ce que vous voyez ici, c'est que une fois que vous arrêtez les émissions, vous attendez, plus d'émissions, eh bien ce que vous dit ce graphique, c'est qu'un siècle après, vous avez 40 à 50% du surplus qui sera toujours au-dessus de nos têtes. Donc un siècle après, c'est même pas au-dessus des vôtres, vous serez déjà morts.
1000 ans après, vous aurez toujours de l'ordre de 20% du surplus qui sera au-dessus de nos têtes. Et 10 000 ans après, vous aurez toujours de l'ordre de 10% du surplus qui sera toujours au-dessus de nos têtes. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le processus du changement climatique n'a aucune réversibilité. Aucune. D'accord ? Il n'y a pas un bouton reset sur lequel on peut appuyer un jour en se disant merde, comme disait Petit Gibus, là si j'avais su, j'aurais pas venu, qui permettrait de recommencer l'expérience à zéro. Voilà, on ne peut pas recommencer l'expérience à zéro. C'est l'expérience qui sera faite une fois et une seule. Et à cause de cette inertie absolument considérable du CO2 dans l'atmosphère, une autre chose que vous pouvez déjà garder en tête dès à présent, c'est que les conséquences du changement climatique, sur lesquelles je détaillerai un certain nombre de choses la prochaine fois, la seule garantie que vous avez, c'est qu'au moment où vous commencez à considérer, enfin vous, nous, l'humanité, au moment où on considérera qu'elles seront intolérables, la seule garantie qu'on aura à ce moment-là, c'est que ça sera pire derrière. À cause de cette stabilité du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. D'accord ? Oui ? On comprend pas bien l'expérience, on met du CO2 qui est tout seul, ou on met du CO2 qui a des arbres qui montent. Pourquoi il met du CO2 ? On met du CO2 parce qu'on oxyde des combustibles fossiles. Dans cette expérience. Eh bien, les arbres ne le mangent pas suffisamment vite parce qu'ils sont limités par la photosynthèse. Et c'est une réaction. Oui, partielle. Non, et après, dans les conséquences dont je vous parlerai, une des conséquences, c'est que vous allez affaiblir les écosystèmes terrestres. Donc en plus, ils vont avoir moins envie de manger le CO2 qu'avant. Vous avez un certain nombre de processus de rétroaction dans cette affaire, dont je parlerai la prochaine fois, qui sont des processus qu'on appelle positifs, c'est-à-dire d'amplification. C'est-à-dire que les premières conséquences du processus amplifient le processus. Et vous en avez un certain nombre que je détaillerai la prochaine fois. Donc là, vous avez évidemment la résultante de tous les effets. C'est émission compte tenu du fait qu'il y a des absorptions. Hein, et vous l'avez. Donc je le redis, des absorptions, vous n'en avez que deux. Équilibrage de pression partielle entre l'atmosphère et l'océan, c'est physique. Réaction endothermique, photosynthèse, vous avez besoin d'un photon. Voilà, c'est besoin d'énergie. Cette affaire-là va donc s'appliquer à des échelles de temps qui dépassent l'entendement. Et surtout, qui dépasse le temps caractéristique d'un mandat électoral dans les démocraties. Et qui, soit dit en passant, dépasse également très largement la stratégie de long terme de votre employeur futur s'il est coté en bourse. Et il reste même s'il n'est pas coté en bourse. Hein. Donc, les horizons de temps qui sont en cause dans ce processus, dont je rappelle ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'il n'est pas accessible à vos sens, je rappelle ça quand même, hein. C'est des moyennes tout ça, le temps caractéristique de ce processus va très très au-delà du temps caractéristique des modes de gestion que nous avons, on va dire, démocratisés, pardon du mauvais jeu de mots, à la surface de la planète, c'est-à-dire ceux que nous avons rendus courants. Alors maintenant, il n'y a pas que le CO2 dans la vie, il y a d'autres émissions de gaz à effet de serre, je vais y venir, mais le CO2, en fait, quand je vous dis il y en a une partie du surplus qui s'en va, en fait, il reste pendant un certain temps et après sa concentration diminue de plus en plus fortement. Vous avez d'autres gaz pour lesquels l'effet radiatif instantané est beaucoup plus fort. Par contre, ils peuvent éventuellement rester beaucoup plus longtemps. Et vous en avez un dans cette affaire qui est un gaz qui est important aussi dans les discussions, qui est le méthane. Le méthane a un forçage radiatif instantané qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire que quand vous mettez 1 kg de méthane dans l'atmosphère, ça vous intercepte beaucoup plus efficacement les infrarouges terrestres que quand vous mettez 1 kg de CO2. Par contre, le méthane, lui, il a un processus chimique d'épuration de l'atmosphère, il se fait manger par les radicaux hydroxyles, et donc, il va y rester moins longtemps. C'est le seul gaz qui a un processus chimique d'épuration de l'atmosphère, pas les autres. À ce stade, ce qu'on sait, parce que je vous ai montré la courbe tout à l'heure, c'est que la quantité de CO2, depuis qu'on a des mesures instrumentales, c'est-à-dire 1958, augmente rapidement dans l'atmosphère, mais on n'est pas encore capable de comparer ça avec ce qui se passait à des périodes plus anciennes. Alors, pour comparer ça avec des périodes plus anciennes, on va avoir besoin d'aller faire un petit tour au pôle. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire un petit tour au pôle? Parce qu'au pôle, il y a un truc qui nous intéresse beaucoup en tant qu'archives climatiques,
c'est les calottes. Le processus de formation d'une calotte, c'est quoi? On va prendre l'Antarctique, parce que maintenant le Groenland, ça a cessé d'être vrai, ce que je vous raconte. Sur l'essentiel de la surface de l'Antarctique, vous avez des températures qui sont négatives toute l'année. Ce qui veut dire que quand il y a des précipitations, c'est nécessairement sous forme de neige. Par ailleurs, des précipitations, vous en avez très peu. L'Antarctique est un endroit très froid, c'est un endroit extrêmement sec, donc vous avez peu de précipitations chaque année. Quand la neige tombe année après année, vous avez des précipitations neigeuses, et ces précipitations neigeuses, comme elles ne fondent pas, il n'y a pas de fonte, ce qui va leur arriver, c'est qu'elles vont se tasser à cause du poids des chutes de neige successives, et ce processus de tassement, au bout de quelques siècles, finit par transformer la neige en glace. D'accord ? Donc vous avez un processus de transformation de neige en glace simplement par effet de pression. Au moment où cette neige se transforme en glace, elle va emprisonner sous forme de petites bulles l'air qui circule entre les flocons. D'accord ? Vous aviez de l'air qui circulait entre les flocons, et dans le processus de tassement, cet air est emprisonné sous forme de petites bulles. Et donc vous allez retrouver dans la glace, prisonnière sous forme de petites bulles, l'atmosphère fossile qui date de l'époque de formation de la glace. Après, cette glace, elle ne reste pas au même endroit. Il se trouve qu'elle va, en règle générale, fluer vers l'océan. C'est un processus d'accumulation et par effet de gravité, sous le poids de sa propre glace, c'est un peu fluide la glace, donc ça flue, et ça finit quelques temps après, milliers d'années, dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années, millions d'années, par donner des icebergs. Quand vous allez bien choisir l'endroit où se trouve le carottage, parce que c'est ça dont on va parler bientôt, eh bien il se trouve que vous avez une petite portion de la glace qui, dans ce processus, dans cette dynamique, elle flue essentiellement verticalement. D'accord ? Donc elle s'enfonce sans aller se balader vers les côtes. Ce qui veut dire que si vous allez faire le trou pile au bon endroit, eh bien dans un carottage vertical, vous allez au fur et à mesure de la profondeur de la carotte récupérer de la glace de plus en plus ancienne, avec une atmosphère fossile de plus en plus ancienne. Et toutes les espèces chimiques contenues dans cette atmosphère qui sont stables une fois que la bulle s'est formée, ce qui est le cas du CO2, ce qui est aussi, soit dit en passant, le cas du méthane, parce qu'une fois que le méthane, vous l'avez retiré du contact avec les radicaux hydroxyles de l'atmosphère, il cesse de disparaître. D'accord ? Donc le méthane que vous retrouvez dans les bulles d'air formées dans la glace, lui, il représente la concentration en méthane que vous aviez au moment où la bulle s'est formée, enfin, ou en moyenne sur quelques siècles. Alors, la manière dont on prélève une carotte, c'est très simple. Ici, vous avez un carottier. Le carottier, voilà, donc vous le mettez à la surface de la carotte. Vous faites un grand forage, donc un grand trou. Vous avez compris au moment du pétrole que le trou, on était les rois du trou. Vous savez très bien faire ça. Et donc, vous récupérez, voilà, une carotte de glace. Alors, voilà à quoi ressemble une carotte de glace, qui est beaucoup plus précieuse, évidemment, que celle qui finira dans votre whisky. Là, on est en train de la sortir du tube. On la coupe en petits morceaux, on étiquette soigneusement les morceaux pour dire à quelle profondeur ça a été prélevé et on envoie ça au laboratoire. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, qui est à Grenoble et qui étudie ce qu'il y a dans les carottes. Alors, dans les carottes, on va trouver deux trucs. On va trouver à la fois la glace elle-même et en analysant la composition isotopique de l'eau, c'est-à-dire la fraction d'oxygène 18 ou la fraction de deutérium dans l'hydrogène de l'eau, on est capable de reconstituer la température planétaire de l'époque. Parce que, au moment où l'eau s'évapore, vous avez ce qu'on appelle un fractionnement isotopique, c'est-à-dire que plus la température au lieu d'évaporation est chaude, et plus la vapeur d'eau emporte en proportion plus d'oxygène 18 et plus de deutérium, qui évidemment ensuite vont précipiter partout dans le monde, y compris en Antarctique, pour former la neige de la calotte. Donc la teneur isotopique en oxygène 18 et en deutérium dans la glace de la calotte, c'est un marqueur de la température planétaire. Et vous allez trouver l'air dans les petites bulles, et l'air dans les petites bulles, lui, il va vous marquer la teneur en CO2, en méthane, en protoxyde d'azote, ça marche aussi, que vous avez dans l'atmosphère des temps anciens. Oui ? Alors, comme en Antarctique, vous allez trouver de l'eau qui précipite après avoir été évaporée sur toute la surface de l'océan, globalement, c'est un marqueur de la température planétaire. Alors, pour le CO2, c'est également un marqueur du CO2 planétaire, parce que
comme la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère se compte en siècles ou en millénaires, enfin du surplus de CO2, alors que le temps de brassage interhémisphérique de l'atmosphère, c'est de l'ordre de l'année, en gros, vous émettez du CO2 absolument n'importe où. Mais c'était plus tard, mais peu importe. Vous émettez du CO2, mais vous émettez du CO2 absolument n'importe où. Les concentrations vont s'homogénéiser très vite. Et donc, comme en plus à cette époque-là, vous avez peu de sources concentrées de CO2 susceptibles de perturber localement, j'ai envie de dire, la mesure. Parce que si vous aviez un volcan juste à côté de la carotte, ça serait un peu emmerdant, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Eh bien, vous avez un marqueur de la concentration en CO2 de l'atmosphère dans son ensemble. Alors, quand vous analysez ces concentrations en gaz à effet de serre dans la glace des calottes... Alors, pardon, vous pouvez faire ça en Antarctique, on pouvait faire ça au Groenland pour les temps anciens, vous ne pouvez plus faire ça au Groenland des temps modernes parce qu'il y a plein d'endroits au Groenland où maintenant la neige fond en surface de la calotte. Et donc à ce moment, évidemment, vous avez plus ce phénomène d'accumulation année après année qui vous donne des strates qui sont bien datées dans le temps. Hein, une partie de ce qui tombe ruisselle, fiche le camp ailleurs, etc. Enfin bon bref, donc c'est plus du tout exploitable. Donc ce que vous avez ici, c'est donc la concentration en CO2, en méthane et en protoxyde d'azote, pas aux mêmes échelles, mais peu importe. Alors vous voyez que jusqu'au début de l'ère pré-industrielle, tout ça est stable, et arrive l'ère industrielle, et vous voyez la concentration qui se met à évoluer de façon extrêmement rapide à la hausse. On sait aujourd'hui remonter avec la carotte la plus ancienne qu'on ait préservée, enfin la plus profonde plus exactement, qu'on ait prélevée en Antarctique, à environ 800 000 ans. Et donc, sur 800 000 ans, on est capable de reconstituer la concentration en CO2 que vous avez et en méthane que vous avez là. Et je vous ai mis à l'échelle, ici, les surplus de concentration que nous avons déjà créés en l'espace d'un siècle et demi ou 2 siècles. Ce que vous voyez, c'est qu'à l'échelle des temps géologiques où les variations climatiques ont engendré, ou sont allées de pair avec des variations de gaz à effet de serre, là en l'occurrence c'est plutôt les forçages astronomiques change la température sur Terre, et ça change la concentration d'équilibre des gaz à effet de serre, j'y reviendrai au prochain cours, vous voyez, donc ça varie un peu, mais vous voyez qu'on est déjà totalement sorti de la variation naturelle avec ce qu'on a rajouté. Les périodes grisées ici, c'est les périodes interglaciaires chaudes, telles que celles qu'on avait commencé à vivre depuis des 1000 ans, et vous voyez que ça correspond à des concentrations plus élevées de gaz à effet de serre. Alors, en ce qui concerne le CO2, c'est le processus de déstockage du CO2 de l'océan qui est à l'œuvre. L'eau chaude dissout moins bien le CO2 que l'eau froide. Donc quand vous avez un forçage astronomique qui vous réchauffe la température de la planète, ça vous réchauffe les océans. À ce moment, les océans dégazent un peu de CO2 et, soit dit en passant, ça vous réchauffe encore plus la planète. À un moment, le phénomène finit par s'amortir et s'équilibrer. Mais vous avez un phénomène d'amplification. C'est la raison pour laquelle les sorties de glaciation vont beaucoup plus vite que les entrées en glaciation, parce que vous avez ce phénomène d'amplification de rétroaction positive. En ce qui concerne le méthane, c'est plus chaud, c'est plus humide, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est un cycle de l'eau qui s'intensifie, hein, donc plus de zones humides, donc plus d'émissions de méthane, puisque le méthane naturel est essentiellement émis par les zones humides. Hein, c'est un marqueur des zones humides, puisque pour faire du méthane de manière naturelle, il faut que vous ayez un endroit où la végétation pourrit, quoi, en gros, à l'abri de l'oxygène de l'air, à l'abri de l'oxygène, typiquement les marécages, etc. Donc plus vous augmentez les zones humides, plus vous augmentez les émissions de méthane. Et la question, évidemment, est où est-ce qu'on est parti dans tout ça à l'avenir? Alors, ce que vous voyez, c'est qu'avant même de parler d'avenir, la discontinuité que nous avons introduite dans l'atmosphère est extrêmement brutale au regard de ce qui se passe sur les temps géologiques, et à cause de la durée de vie du CO2, ou d'un surplus de CO2 dans l'atmosphère, même avec des émissions qui demain matin baissent très fortement, nous sommes encore très très loin d'avoir vu la totalité des conséquences de ce que nous avons déjà fait. D'accord ? On n'est pas dans un système instantané dans lequel les conséquences sont immédiatement après les émissions. On verra ça la prochaine fois. Ça va s'étaler sur des milliers d'années après les émissions. Voilà, donc la question c'est où est-ce qu'on s'arrête? C'est pas aujourd'hui, et loin s'en faut, la concentration en CO2 la plus élevée que nous ayons eue dans l'atmosphère planétaire. On a eu des époques géologiques anciennes
où la concentration en CO2 était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Alors ici, vous avez un marqueur de la quantité de CO2 que vous avez dans l'atmosphère depuis le début de l'ère primaire, et c'est exprimé en multiples de la concentration actuelle. Alors, vous voyez qu'il y a des moments où il y a eu 20 fois, plus de CO2, peut-être même 30, il y a longtemps. Mais ces époques-là ont aussi correspondu à des époques où la puissance solaire était plus faible. Et par ailleurs, à cette époque-là, il y avait probablement très peu de vie sur les terres émergées. C'est-à-dire que les terres émergées étaient encore essentiellement des déserts. Et la vie était essentiellement dans l'océan. Donc dans le changement climatique dont on parle aujourd'hui, mon avis, c'est que la probabilité que le changement climatique, cause l'éradication de toute vie sur Terre me paraît assez faible. Ce qui va être en jeu, évidemment, c'est où se déplace le curseur sur les endroits où ça se passe bien et les endroits où ça se passe moins bien. Hein, c'est ça la question. Mais ça va évidemment pas supprimer la totalité de la vie sur Terre. Oui ? Parmi les éléments que vous avez cités, la vie sur les terres émergées, la quantité de soleil de l'atmosphère et le rayonnement du soleil, est-ce qu'il y a des liens de causalité ou c'est fait comme ça? Alors la quantité de CO2, je viens de l'expliquer, depuis qu'on a des océans, la quantité de CO2 est un peu pilotée par le rayonnement solaire, puisque quand le rayonnement solaire conservé par la planète, avec la variation de ses paramètres astronomiques, est plus importante, les océans se réchauffent et ça dégaze un peu de CO2. Donc là, vous avez un processus de pilotage. Quand vous avez la végétation qui se porte bien, ce qui s'est passé après l'apparition de la végétation au Cambrien, et bien là, vous avez corrélativement le CO2 qui baisse. Voilà, donc vous avez des processus, évidemment, d'asservissement entre le rayonnement solaire, la quantité de végétation et le CO2 dans l'air. Mais ce qui est important dans ce que je suis en train de vous raconter, c'est la vitesse à laquelle le processus évolue. C'est une affaire de vitesse, cette histoire. Hein. Pour reprendre quelque chose que... on en parlera au moment des conséquences. Si vous rentrez dans un mur à 3 km/h, vous avez une bosse. Si vous y rentrez à 100 km/h, vous êtes mort. Donc là, on parle exactement de la même chose. Il y a des déplacements du système qui sont pas gênants parce qu'ils sont faits sur des durées lentes, et donc il y a des adaptations possibles. Et il y a des déplacements du système qui sont plus enquiquinants parce qu'ils se font sur des durées qui sont trop courtes pour que le système puisse s'adapter dans de bonnes conditions. Et là, malheureusement, on est parti sur la deuxième option. C'est ça qui est ennuyeux. Pour ça qu'il faut y passer 5 heures. Nous n'avons pas que le CO2 dans les gaz à effet de serre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors j'y reviens. Une fois qu'on sait qu'on n'a pas que les gaz à effet de serre dans l'affaire, pour ceux d'entre vous, c'est-à-dire normalement tout le monde, si la collectivité fait bien son travail, qui vont un peu s'intéresser à la question du changement climatique dans leur métier futur, parce que comme c'est un truc transversal, il faut que tout le monde s'y intéresse un peu, vous allez avoir besoin d'une métrique, comme il n'y a pas qu'un seul gaz à effet de serre. S'il n'y avait qu'un seul gaz à effet de serre, ça serait simple, la métrique c'est le poids de CO2, et puis on n'a que du CO2, on mesure en poids de CO2, et c'est plus grave d'émettre 3 kg que d'émettre 1 kg. Mais comme on a plusieurs gaz à effet de serre, du méthane, du protoxyde d'azote, est-ce que c'est plus grave d'émettre 1 kg de méthane, ou est-ce que c'est plus grave d'émettre 1 kg de CO2 ? Si mon patron me dit tu as 1000 € pour réduire quelque chose et que j'ai la possibilité de réduire le méthane de 3% ou le CO2 de 10%, qu'est-ce que je choisis? Eh bien, vous ne savez pas répondre à cette question tant que vous n'avez pas une unité de comparaison, une monnaie, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de dire ça, c'est X fois plus grave ou X fois moins grave que le CO2. Alors cette monnaie, elle s'appelle le PRG. Le PRG, ça veut dire le pouvoir de réchauffement global. C'est le forçage radiatif cumulé que va vous amener une unité de gaz à effet de serre supplémentaire dans l'atmosphère. Et plutôt que de regarder en absolu, on a choisi que cette unité soit une unité relative. Donc en fait, c'est le rapport entre le forçage radiatif cumulé d'une unité de gaz à effet de serre sur une durée donnée, sur le forçage radiatif sur la même durée, du même poids de CO2. Ce qui veut dire que par convention, le PRG du CO2 vaut 1, quel que soit l'horizon de temps concerné. On est d'accord ? Cette unité dépend de l'horizon de temps et elle dépend du forçage radiatif. Alors je vais revenir à la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-là. Vous voyez que si je prends par exemple ce gaz-là, qui est un allocarbure, et que je borne mon horizon de temps à une année, eh bien, je vais avoir un rapport, comme on est logarithmique, 10, 100, 1000, 10 000 fois, ce PRG de ce truc-là va être 10 000 fois supérieur au PRG du CO2. Mais si je borne
mon horizon de temps à 1000 ans, eh bien, ce truc-là, ce sera épuré beaucoup plus vite que le CO2. Et donc, en fait, mon rapport d'intégrale, parce que c'est ça, hein, c'est mon rapport d'intégrale sur un horizon de temps donné, il va avoir une valeur extrêmement différente. Donc, il y a un débat, alors qui peut vous paraître un débat un peu technique, soporifique, tatillon, qui est, c'est quoi la bonne échelle de temps? Alors, c'est pas du tout un débat tatillon, parce que selon l'échelle de temps que vous prenez, en particulier pour le méthane, il est à un siècle 20 fois, enfin 25 fois plus nocif que le CO2, mais à 20 ans, il est 100 fois, 80, plus nocif que le CO2. Alors je prends 20 ou je prends un siècle? Eh bien, si je prends 20 ans, la Nouvelle-Zélande, qui émet plein de méthane parce qu'elle a plein de moutons et de vaches, se met à hurler. Pareil pour les pays qui cultivent du riz. Alors que si je prends un siècle, c'est les pays qui ont plus de CO2 dans leur inventaire d'émissions qui se mettent à hurler, en disant non, non, ça me désavantage ce truc-là. Donc vous voyez que ce sujet-là, qui peut paraître comme un peu technique et anecdotique, en fait, il pilote la façon dont on va répartir la charge de l'effort en fonction des sources d'émissions. Oui? Parce que la culture du riz émet du méthane, que j'y reviendrai un peu plus tard. Une rizière, c'est un marécage artificiel. Donc vous avez des débris organiques qui se décomposent à l'abri de l'oxygène de l'air. Donc vous avez une décomposition anaérobie, et donc ça vous émet du méthane. Voilà. Toutes les décompositions anaérobies émettent du méthane. C'est le même principe, soit dit en passant, aujourd'hui dans les méthaniseurs, dont vous avez peut-être entendu parler, on fait exactement la même chose. On met de la matière végétale à l'abri de l'oxygène de l'air, qu'on fait manger à des bactéries primitives qui s'appellent des archées, qui vous émettent du méthane. Voilà. Alors une fois que j'ai voilà le méthane justement, j'aurais dû vous dire slide suivante. Donc on va pouvoir comparer les émissions de gaz à effet de serre. Alors voilà par exemple les émissions de méthane. Pour le moment, je les compte en tonnes de méthane, ou plus exactement en millions de tonnes de méthane. Alors d'où ça sort, mon méthane? Eh bien vous l'avez ici. Vous l'avez d'abord, donc rice paddies, c'est les rizières, ici. Non, attendez, je suis pas sûr que ça... Non, coal mining, pardon. Donc ça, c'est la distribution de gaz. C'est les fuites dans les réseaux de gaz. Parce que le gaz naturel, c'est du méthane. Ça, c'est les mines de charbon. Donc, confère ce que je vous ai dit la dernière fois. Quand on forme une veine de charbon, il y a du méthane qui est absorbé sur le charbon. Vous vous en rappelez? Et donc, quand on mine le charbon, eh bien, on émet du méthane dans l'atmosphère parce qu'on ventile les mines pour éviter que les mineurs fassent boum. Ensuite, au-dessus, vous avez la combustion de la biomasse. Alors, pourquoi est-ce que la combustion de la biomasse émet du méthane? Parce que le méthane, c'est un élément volatile qui se forme quand le bois prend feu. Et une partie de ce méthane n'est pas brûlée au moment où la combustion a lieu, et donc il fiche le camp dans l'atmosphère. Au-dessus, vous avez, alors livestock, c'est le cheptel, bovin, enfin c'est les ruminants. D'accord? Et là-dedans, vous avez essentiellement des vaches. Vous avez 1,5 milliard à 2 milliards de vaches sur Terre. Les vaches représentent la première biomasse animale, des mammifères, pas animale. C'est la première biomasse de mammifères sur Terre, devant les hommes. Et les vaches rotent du méthane. Elles le pètent très peu, précise. Pourquoi est-ce qu'elles rotent du méthane? Parce que les vaches sont supérieures à vous et à moi, elles ont 4 estomacs au lieu d'en avoir un. Et dans ces estomacs, vous avez un processus complexe de fermentation anaérobie, donc à l'absence de l'oxygène de l'air. Et dans ce processus de fermentation anaérobie, vous avez du méthane qui se forme et le méthane ressort par les voies supérieures. Et ça contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Donc ici, vous avez effectivement les rizières, rice paddies. Donc c'est le processus que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de la décomposition à l'abri de l'oxygène de l'air. Et ici, vous avez landfill, ce qui en français veut dire décharge, absolument. Alors pourquoi est-ce que vous avez des émissions de méthane des décharges? Même motif, même punition, parce que dans les décharges, vous avez notamment des déchets organiques, vos épluchures de patates, enfin pour ceux d'entre vous qui épluchent des patates. Donc quand ça arrive dans une décharge, vous avez les déchets qui s'empilent les uns sur les autres, et une partie de ces déchets vont donc fermenter à l'abri de l'oxygène de l'air et donc émettre du méthane. Alors maintenant, dans l'essentiel des décharges des pays occidentaux, ce méthane est capté, mais ce n'est pas partout le cas dans le monde. Un autre gaz à effet de serre dont je vous ai parlé, c'est le protoxyde d'azote. Alors le protoxyde d'azote, même si ce camembert est un peu ancien, il est toujours valable dans ses causes et dans ses ordres de grandeur.
Vous avez ici du protoxyde d'azote qui est issu des processus de combustion. Vous savez que la combustion, c'est un processus dans lequel vous oxydez quelque chose avec de l'oxygène de l'air. Mais en général, cet oxygène de l'air, vous ne l'amenez pas pur là où ça brûle. Vous l'amenez avec l'azote de l'air. Et donc, le processus de combustion va vous réarranger l'azote et l'oxygène sous forme d'oxyde d'azote. Donc, les oxydes d'azote de la pollution automobile, là dont vous entendez peut-être parler, eh bien, c'est tout simplement l'azote qui est rentré dans le moteur, qui s'est retrouvé dans la chambre de combustion du moteur, qui s'est recombiné à de l'oxygène et qui ressort sous forme d'oxyde d'azote. Et une partie de ces oxydes d'azote, c'est du protoxyde, petite partie. C'est la même chose dans l'industrie et c'est la même chose dans le transport, c'est la même chose dans les chaudières de bâtiments. Vous avez une cause essentielle qui est l'agriculture. Alors pourquoi est-ce que vous avez des émissions de protoxyde d'azote en agriculture? Parce que l'agriculture utilise des engrais, que les engrais contiennent des molécules azotées, c'est ça un des apports des engrais, c'est des molécules azotées, et que ces molécules azotées, quand vous les épandez sur le sol, et ça marche avec les engrais de synthèse, ça marche aussi avec le lisier des cochons ou avec le purin des vaches, eh bien, il y a une petite partie des molécules qui vont former du protoxyde d'azote sous l'effet de l'action microbienne des sols. Voilà, donc ça, c'est des émissions des sols liées à l'épandage des engrais azotés. Après, vous avez des molécules dites d'allocarbures. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des molécules qu'on a fait en remplaçant dans les hydrocarbures de l'hydrogène par des halogènes. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est amusé à faire des trucs comme ça? Tout simplement parce que la liaison C-halogène est une liaison qui est extrêmement stable, ce qui veut dire que quand vous faites ce genre de composés, en particulier quand ils sont saturés, vous faites des molécules qui sont quasi indestructibles et donc qui ne sont pas toxiques. C'est des molécules qui ont remplacé d'autres usages à cause de leurs propriétés physiques intéressantes, où avant on utilisait des gaz qui, eux, étaient potentiellement toxiques ou agressifs. Alors dans les chaînes du froid, ça a remplacé le CO2 qu'on utilisait à un moment, qui était un peu moins bon sur le plan thermodynamique, et puis surtout l'ammoniac. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont déjà amusés à respirer une grande bouffée d'ammoniac, mais c'est pas terrible. Donc on a préféré mettre dans les circuits frigorigènes des molécules de gaz halogénés, parce que si vous en respirez un grand coup, il vous arrive essentiellement rien. C'est totalement inerte. Pareil pour les gaz propulseurs des bombes aérosols. On a utilisé ces gaz à la place des hydrocarbures qu'on utilisait avant, et où les gamins, quand j'avais l'âge d'être un gamin, faisaient ha ha hi en enflammant la flamme du machin, là, ça vous faisait un grand chalumeau comme ça. Et puis comme il y a quelques gamins qui se sont fait péter la figure avec ça, on a remplacé ça par un truc qui brûlait pas. Ça a également servi de gaz expanseur de mousse. Donc si vous avez un vieux frigo des années 50 qui traîne dans votre cave, la mousse isolante du frigo a été faite avec un gaz comme ça qui a servi de gaz expanseur. Donc votre mousse, elle est truffée d'allocarbures. Donc si vous détruisez la mousse et que vous exposez ça à l'air, eh ben, ça part dans l'atmosphère et ça augmente l'effet de serre. Et enfin, ça sert également de solvant dans l'industrie des semi-conducteurs. Le plus dangereux pour la couche d'ozone de ces allocarbures, qui s'appelait le CFC, a depuis été éradiqué. Alors le CFC était une molécule très stable, comme tous les autres, chlorofluorocarbures, que du chlore et du fluor et du carbone. Mais comme c'était très stable, ça avait le temps de monter dans la haute atmosphère sans être agressé par quoi que ce soit sur le plan chimique. Dans la haute atmosphère, c'est dissocié par les ultraviolets durs. Et à ce moment, le chlore libéré par cette réaction agresse l'ozone stratosphérique. Et donc on a supprimé la production, on n'a pas supprimé les émissions, parce que vous avez des CFC qui ont été utilisés précisément comme gaz expanseur de mousse, et donc ils sont encore dans des vieux frigos qui continuent d'être démantelés aujourd'hui. On n'a pas complètement supprimé. Et puis il y a un certain nombre de pays qui en ont fait un peu en douce. On a remplacé ça par d'autres gaz qui ont à peu près les mêmes propriétés thermodynamiques dans les chaînes du froid, mais par contre qui sont pas agresseurs de la couche d'ozone. Par contre, c'est des gaz à effet de serre extrêmement puissants. Voilà, donc vous avez toujours des gaz de cette nature, mais les émissions aujourd'hui sont quand même beaucoup plus faibles que ce qu'elles étaient dans les années 50. Après, vous avez un autre gaz à effet de serre dont j'ai parlé, qui n'a pas d'émission directe, qui est l'ozone. Alors l'ozone, je le redis, vous avez deux endroits où vous en avez. Vous en avez dans la haute atmosphère, celui-là nous intéresse énormément. Il nous intéresse à double titre.
il intercepte les ultraviolets durs du soleil. Donc ça, c'est un premier truc qui nous intéresse, parce que sinon, ces ultraviolets durs gêneraient la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Et il a un deuxième effet qui est beaucoup plus méconnu, qui est que comme il absorbe de l'énergie dans la haute atmosphère, il réchauffe donc la haute atmosphère, et il crée ce qu'on appelle une inversion de température. C'est-à-dire que la température qui, par effet thermodynamique de base, diminue quand la pression diminue, quand on monte, jusqu'à la tropopause, c'est-à-dire jusqu'à la limite de la stratosphère, se met à se réchauffer quand on rentre dans la stratosphère. Et alors cette inversion de température a quelque chose d'absolument fondamental, c'est qu'elle limite la convection de la vapeur d'eau à la limite, à la tropopause. Si cette inversion de température n'avait pas lieu, la vapeur d'eau ne s'arrêterait pas à 15 km du sol, continuerait à monter plus haut, donc ça serait un peu gênant pour les précipitations. Et par ailleurs, la vapeur d'eau serait exposée, elle aussi, aux ultraviolets durs du soleil, qui auraient depuis longtemps dissocié l'eau en oxygène qui serait resté sur Terre et hydrogène qui aurait foutu le camp parce que la molécule est trop volatile. Hein? Donc l'eau qui est arrivée sur Terre, si la couche d'ozone n'avait pas créé cette inversion de température, elle aurait disparu. Hein, donc, et alors ça, c'est également quelque chose qui est absolument crucial pour le maintien de la vie sur Terre. Alors cet ozone stratosphérique, il est formé par interaction de l'oxygène atmosphérique avec les ultraviolets. Il a son propre cycle et il ne bouge pas de la stratosphère. Et encore une fois, on l'aime beaucoup à cause des deux effets que je viens d'évoquer. Plus près du sol, vous avez de l'ozone troposphérique, de l'ozone qui apparaît près du sol. Alors celui-là, il nous intéresse beaucoup moins. Il apparaît pas du tout pour les mêmes raisons. Celui-là, il apparaît avec, parce qu'on joue au petit chimiste, en gros, on met dans l'atmosphère tout un cocktail, c'est top chef de la pollution, c'est-à-dire qu'on met dans l'atmosphère des oxydes d'azote, des composés organiques volatiles, on touille tout ça avec un peu de rayonnement solaire, il faut un peu de rayonnement solaire, et crac, vous avez de l'ozone qui apparaît. Alors celui-là, on l'aime pas du tout, parce qu'il rentre dans nos poumons, et il participe à l'effet de serre. D'accord? Donc celui-là, si on pouvait ne pas le voir, on préférerait. Ici, vous avez des cartes qui vous montrent que la concentration d'à peu près n'importe quoi sur les halocarbures a fortement augmenté au cours des dernières décennies. Et ici, vous avez des cartes qui vous comparent la concentration de fond en ozone. Et vous voyez qu'elle a extrêmement fortement augmenté. C'est-à-dire que bien que l'ozone soit un oxydant très agressif, c'est-à-dire que sa durée de vie dans l'atmosphère soit courte, parce que dès qu'il est formé, il trouve un truc à bouffer et il se jette dessus. Hein? Comme on continue à en produire en permanence, vous avez une concentration de fond en ozone qui est en permanence au-dessus de nos têtes. Plus ou moins élevée, mais en permanence. Hein? L'ozone, retenez aussi ça, est un inhibiteur de la croissance pour les plantes. Donc là où vous avez des concentrations en ozone qui sont un peu élevées, et comme il faut le temps pour que l'ozone se forme, en région parisienne par exemple, c'est pas là où vous avez la circulation routière que vous avez le maximum de la concentration en ozone. En général, il lui faut le temps de se former, donc le maximum de la concentration en ozone, en fonction du vent, c'est toujours un peu sous le vent de l'agglomération à 10, 20, 30 km. C'est jamais pile dans Paris.